Salut donc c'était aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va se lancer sur un livre qui s'appelle, attention, Skida Marink, un livre de Guillaume Musso, en fait son premier livre qui a été réédité, et ça faisait un petit moment que je voulais vous faire du Guillaume Musso sur la chaîne et j'avais pas encore pris le temps, vu que j'ai pas mal de livres de lui, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas lire ce livre avec vous. Un livre que je n'ai pas commencé, donc je le découvre en même temps que vous, j'ai juste lu la préface. Et donc c'est parti, on passe avec grand 1, Au soleil de Toscane, petit 1, Portrait de famille. Lorsque le professeur Magnus Gemerek pénétra dans son bureau du Massachusetts Institute of Technology, wow, ce samedi matin, il se sentait d'humeur joyeuse. Même s'il n'avait pas dormi depuis plus de 30 heures, ses recherches l'ayant gardé éveillé toute la nuit. Il sortit sa machine à café d'un petit placard et entreprit de se confectionner un breuvage revigorant, tout en écoutant à la radio les dernières nouvelles du monde. En ce 4 septembre, la Joconde restait introuvable. Un autre événement voilà aujourd'hui la vedette à Mona Lisa. L'enlèvement présumé du milliardaire américain William Steinert, le très controversé roi de l'informatique, dont la firme Micro Global régnait en maîtresse sur l'industrie d'Internet et du multimédia. Magnus attendit la fin du bulletin d'information pour changer de station et s'arrêter sur une fréquence de musique classique qui diffusait un quatuor à cordes de Beethoven. Il se versa une grande tasse de café, fumant, et but quelques gorgées. Croisa les jambes sous son bureau et ferma les yeux pour mieux savourer la musique. Comme il était bien. Pendant un long moment, il s'imaginait être revenu dans la douceur et la chaleur de son lit d'enfant, collé contre le mur de sa chambre, à l'étage de la datcha familiale de Saint-Pétersbourg, qui, à l'époque, s'appelait encore Leningrad. Sur sa grande table de travail, au milieu de dizaines d'ouvrages sur la génétique et ses dernières parutions scientifiques qui lui envoyaient ses éminents collègues, se trouvait le courrier du matin que sa secrétaire venait de rassembler dans un carton. Nus s'empara d'un petit colis et le retourna dans tous les sens, sans trouver le nom de l'expéditeur. Il l'ouvrit sans tarder, espérant, sans trop y croire, une boîte de chocolat, ou mieux, des cigares, et redoutant plutôt les énièmes ouvrages d'un confrère qui vanterait les bienfaits futurs du clonage humain. C'est bien une boîte, mais contenait rien de tout ce que Magnus aurait pu imaginer. Simplement un rectangle de bois peint mesurant 40 cm de long sur 25 cm de large. Il avait devant lui les mains de la Joconde. Magnus devait avouer plus tard que ce qui l'avait le plus ému était l'impression de délabrement qui se dégageait du morceau de bois. Le tableau semblait en effet avoir été charcuté à la scie sauteuse. Il avait ressenti à cet instant la même émotion que lorsque l'Empire soviétique s'était écroulé au début des années 90. Le sentiment de vivre un événement qu'il n'aurait jamais osé imaginer. De nous tous, ce fut sans doute lui qui, dès le début, prit l'affaire le plus au sérieux. Je crois qu'il comprit tout de suite que quelque chose de capital venait de bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de plusieurs de ses semblables. Il s'essaya de dominer son émotion. Il souleva délicatement le fragment et trouva dessous une carte de visite, vierge de tout patronyme, mais qui portait l'inscription suivante. 3. Science sans conscience n'est qu'une rime de l'âne. Rabelais. Pantagruel. 8. 1532. Il retourna le carton et lut quelques lignes qui semblaient annoncer son rendez-vous. Samedi 11 septembre, 16h. Chapelle Santa Maria. Monte Giovanni. Province de Sienne, Toscane. Après avoir lu le mot Toscane, il ferma à nouveau les yeux un instant pour s'imaginer seul dans la cave d'une grande exploitation vinicole italienne, en train de déguster tout à loisir quelques bouteilles du célèbre vin rouge de Chianti. Barbara, elle, n'a jamais raconté précisément quelle fut sa première réaction en recevant son paquet. J'imagine qu'à l'époque, elle était plus préoccupée par la disparition de Steinert. Le milliardaire à l'ego surdimensionné était son ancien patron, en quelque sorte.
puisqu'elle avait travaillé dans une filiale du Micro Global plusieurs années auparavant. Ce samedi-là, comme tous les autres jours, elle est sûrement arrivée parmi les premiers à son bureau de Seattle. Elle a dû composer machinalement son code personnel pour pénétrer dans le grand immeuble de verre, consulter la messagerie de son téléphone portable en ascenseur, puis réajuster la jupe de son tailleur, avant de jeter un troisième coup d'œil à sa montre, en se disant que, décidément, le temps passait trop vite. Quand elle est entrée dans son bureau, je suis prête à parier qu'elle a demandé à sa secrétaire de lui apporter un yaourt au soja ou un muffin aux algues marines, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de déjeuner chez elle. Enfin, il est probable qu'elle s'est prêtée au traditionnel test d'identification de pupille pour allumer son ordinateur avant d'ouvrir son courrier, tout en gardant un œil sur son agenda électronique. Aujourd'hui encore, je ne saurais dire exactement comment elle a réagi en ouvrant la boîte qui lui était nominalement adressée. Mais je suis presque certain que la vue du tableau mutilé n'a pas dû provoquer chez elle une intense émotion. Barbara est comme ça. Aucune œuvre d'art ne pourra jamais lui remuer les tripes. Magnus avait reçu la plus grande partie des mains de Mona Lisa. Barbara devait hériter de la partie symétrique à la mienne, l'autre moitié du sourire, avec une citation en prime. C'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Victor Hugo, L'homme qui rit, 1868. Et toujours un carton d'invitation, samedi 11 septembre, 16h, chapelle Santa Maria, Monte Giovanni, province de Sienne, Toscane. De toute façon, elle n'aimait pas l'Europe. Le père Vittorio Carosso, ça, n'était pas un homme à se décourager du nombre peu élevé des fidèles qui fréquentaient la chapelle Santa Maria, dont il avait la charge depuis quelques mois. En fait, ses plus gros clients étaient maintenant les bataillons de touristes qui, à travers leur périple toscan, s'arrêtaient fréquemment au village de Monte Giovanni, dans la province de Sienne, pour visiter l'édifice religieux datant du XIe siècle. Lorsque le facteur passa ce samedi-là, ce devait être au milieu de la matinée, après la messe de 9h, qui n'avait attiré que deux mamas, venues demander au Seigneur de faire s'abattre toute la malédiction du monde sur la fille du cafetier, dont le décolleté ravageur semait constamment la zizanie parmi les couples du village. Mon Dieu. Le père, Carosa, ne recevait pas souvent de courrier. En voyant le paquet, il s'imagina d'abord qu'il s'agissait de l'arrivage de petits cierges qu'il avait commandé la semaine précédente à son fournisseur de rhum. Une fois la boîte ouverte, ce qui lui fit le plus d'effet fut de pouvoir toucher le tableau, le toucher et de respirer. Plus tard, il devait m'affirmer à plusieurs reprises que l'œuvre sentait encore quelque chose. Ce n'était pas une odeur de peinture. Comme moi, il ne mit jamais vraiment en doute l'authenticité des fragments qui nous avaient été envoyés, mais une odeur particulière qui le bouleversait et qui l'appelait. L'odeur du temps. Mais le père Carossa était tout sauf naïf. Bien qu'il n'eût aucun nom d'expéditeur sur la boîte, il n'émit jamais l'hypothèse que la main de Dieu pût être pour quelque chose dans cette affaire. Dieu ne laissait pas de carte de visite, même si celle qu'il trouvait au fond de la petite boîte contenait une parole qui n'aurait sans doute pas renié l'Éternel. Nul homme n'est une île complète en soi-même. Tout homme est une part de continent, une part de tout. La mort de tout homme ne diminue pas que je suis solidaire du genre humain. Ainsi donc, m'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Personne pour toi. John Donne, Dévotion, Uptown Emergent Occasion, 1763, accent de qualité. En retournant la carte, il fut surpris de lire sa propre adresse. Puis devina qu'il aurait au moins un visiteur, samedi, pour la messe de l'après-midi. Comme tous les matins, depuis 2 ans, j'avais choisi le coin le plus reculé du café pour prendre mon petit déjeuner. À mon entrée, le patron de l'établissement m'avait salué d'un jovial « Bonjour maître !» avant de m'apporter un double café et une corbeille de croissants frais. Le facteur, qui passait par le bar, avait
Avant de commencer sa tournée, on avait profité, comme à son habitude, pour me remettre mon courrier, ainsi qu'un exemplaire de Herald Tribune, auquel j'étais toujours abonné. Je me souviens d'avoir parcouru rapidement les titres du journal en dégustant mon premier croissant. La disparition de Steinert était l'enquête sur le vol de la Joconde monopolisait de nombreuses pages. Mais je ne lus aucun de ces articles. Cela faisait longtemps que les tourments du monde ne me touchaient plus, et seule la page littéraire et sportive continuait à éveiller chez moi un semblant d'intérêt. Dès l'instant où l'employé de poste m'avait remis le colis, j'avais eu un mauvais pressentiment. No news is good news, disait autrefois mon père, un capitaine de cargo français. Lorsqu'il consentait à dire quelques mots dans la langue universelle, pour faire plaisir à son américaine de femme. Je dévalai le paquet sans attendre, en sentant une boîte en bois que j'ouvris tout en m'assurant que personne ne regardait dans ma direction. Dehors, il tombait toujours cette pluie fine, caractéristique de la Bretagne. Et qu'à l'époque, je croyais tant aimer. J'étais dans une période de ma vie où rien ne pouvait plus me surprendre. J'entendis paiement J'attendis patiemment que s'écoulent les jours en limitant mon activité au triptyque manger, dormir, se promener. Et à la moindre contrariété à cet emploi du temps, m'éveillant moi qu'inquiétude et abattement. C'est le quart supérieur droit du tableau, la moitié du sourire le plus célèbre de toute l'histoire de l'art. Comme tout le monde, j'avais vu la reproduction de la Joconde des centaines de fois sur des couvertures de livres, des t-shirts ou des cartes postales. Pourtant, ce matin-là, la dépouille du tableau me fit presque la même impression que l'horreur d'un corps déchiqueté. Puis, peu à peu, j'osais la regarder et je la trouvais encore plus belle. Ce qui me frappa d'abord, ce fut l'esthétique et la couleur du fond. Ce paysage de montagne escarpée qui paraissait pourtant incomparablement léger. Puis le doux modelé du visage qui ressortait clairement, malgré son amputation, et on dominait une impression de pudeur matinée d'indécence. Pour toute explication, il n'y avait qu'une phrase jetée sur un Bristol. La misère morale et politique d'un gouvernant le rend de fait illégitime. Alexis de Tocqueville dans La démocratie en Amérique, 1853. Derrière le Bristol, cet étrange rendez-vous. Samedi 11 septembre, 16h, chapelle Santa Maria, Monte Giovanni, province de Sienne, Toscane. Je restais longtemps à fixer cette citation, que je connaissais bien en tant qu'ancien avocat. Qu'est-ce que cela pouvait signifier dans ce contexte ? Pourquoi avais-je le pressentiment que ce morceau de tableau était bien un quart de la véritable Mona Lisa et non pas celui d'une vulgaire copie ? Pourquoi ai-je peur avant même d'ouvrir le paquet et n'ai-je jamais pensé qu'il pouvait s'agir d'une blague ou d'un coup monté ? La nuit suivante, moi qui ne rêve jamais, j'eus le sommeil troublé par une étrange scène. Caché derrière une épaisse colonne d'un monastère italien, j'assistais à une partie de poker très disputée entre les quatre barons de la Renaissance. Dante, le poète, Giotto, le peintre, Boccace, l'écrivain, et Pétrarque, l'humaniste. Un mystérieux portrait de femme était l'enjeu de leur empoignade. C'est tout pour moi. Vous avez remarqué aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de musique sur la vidéo, tout simplement parce que je voulais pas un peu briser l'ambiance et surtout que j'ai rien trouvé de bien à mettre aussi, hein, soyons honnêtes. C'est tout pour moi. Si ça vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu et à me dire que vous voulez la suite. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que je la ferai. Pensez à laisser un like, un commentaire, un abonnement. Mais ça me ferait hyper plaisir, j'ai un truc de fou. C'était Teddy. Merci.